On va reprendre sur la notion de chaîne d'opinion ou chaîne d'information. Monsieur Nedjar, comment expliquez-vous que sur CNews, des intervenants plus ou moins réguliers puissent dire, je cite Monsieur Bigot, 15 mars 2023, ici sur CNews, on est dans un microclimat, on sait bien à qui appartient la chaîne, une bourgeoisie qui reste patriote. Monsieur Jacobelli, mon collègue, en juillet 2023, dit qu'il y ait des médias d'opinion. CNews, clairement, a des orientations qu'on peut deviner, mais c'est une chaîne privée. Ou encore, monsieur Vincent Hervouet, 17 janvier 2023, ici sur CNews, on est dans une chaîne d'opinion. Qu'est-ce qui peut amener des personnes qui viennent régulièrement sur votre chaîne à penser qu'elles sont dans une chaîne d'opinion? J'aimerais qu'on revienne sur l'origine de la création de CNews. Je pense qu'on comprendra très bien ce qu'on est. Quand on a créé la chaîne, donc à iTélé, il y avait deux chaînes d'information, BFM et iTélé, qui étaient des robinets à infos, qui très vite ont montré leurs limites avec l'avènement des smartphones. Et lorsque nous avons décidé de créer cette chaîne, se sont installées deux nouvelles chaînes, comme l'a dit Jean-Christophe Thierry. Donc LCI sur la TNT payante et TNT gratuite, pardon, et France Info. Ça fait 4 chaînes info. On s'est retrouvé sur un marché extrêmement compliqué, extrêmement difficile, où il fallait chaque chaîne devait avoir sa propre originalité. Faire comme c'était le cas avant, débiter les informations du matin au soir avec des JT sans explication, sans décryptage, on a trouvé que c'était un petit peu démodé. On a créé une chaîne d'information et de décryptage avec un concept simple, c'est chaque information devait être expliquée, analysée, avec de la hauteur par des spécialistes, des journalistes ou des experts. On a aussi comme baseline, on parle de tout avec tout le monde. Et donc la liberté d'expression, puisque c'est le propre de nos métiers, la liberté d'expression. Et c'est ce qui a fait le succès de CNews, puisque nous avons créé une chaîne qui s'intéresse aux gens et dans lesquels les gens se retrouvent. La liberté d'expression, ça a aussi des avantages énormes. Et puis quelquefois, il peut y avoir des phrases sorties de leur contexte, des prises de position. Vous m'en citez une ou deux. Je ne peux pas empêcher telle ou telle personne de penser que CNews est une chaîne d'opinion. Ça ne l'est pas, mais c'est conçu comme ça. Nous revendiquons une chose, c'est être une chaîne de toutes les opinions. Sur chaque sujet traité, nous avons une diversité de points de vue et d'analyse. Maintenant, je ne peux pas empêcher tel ou tel invité de dire telle ou telle chose. Monsieur Bigot n'est pas un journaliste de CNews, c'est un éditorialiste, quelqu'un qui vient très régulièrement d'ailleurs chez nous, qui a sa propre opinion, dès lors qu'il n'utilise pas des termes outranciers, qu'il ne porte pas atteinte à l'intégrité physique ou qui déroge aux règles de l'ARCOM, il peut dire ce qu'il veut, à partir du moment où ça reste dans des limites extrêmement précises. Vous permettez d'ajouter sur ce qui vient d'être dit, puisque c'est un débat très très important évidemment, et je pense que c'est la quintessence de notre métier. Vous parlez d'opinion, de débat, d'information, peut-être aussi expliquer quand même des différences importantes et indépassables pour nous, puisqu'on conteste fermement avec conviction une chaîne d'opinion. Une information de qualité, qu'est-ce qu'une information de qualité? Une information de qualité, c'est une information vérifiée et recoupée pour alimenter nos débats. Ce sont des heures et des heures de direct. On part de faits et d'informations. On ne choisit pas, en se réveillant un matin, de débattre d'un sujet. Ce sont des sujets qui existent soit dans la presse régionale, soit dans la presse mainstream, qui sont soit issus de dépêches AFP ou évidemment d'autres journaux. Je n'ai jamais, au grand jamais, donné une information qui n'était pas vérifiée. J'ai toujours préféré être en retard sur une information plutôt que de prendre une avance qui pourrait m'être reprochée. Un exemple encore récent, il y a quelques jours, nous étions en direct à midi, nous avons appris l'expulsion vers la Tunisie de l'imam Majoub Majoubi. Je vois l'information parce que nous avons un tableau où nous voyons toutes les autres chaînes. Je suis en direct à ce moment-là. Je vois que l'information est déjà ailleurs. Le réflexe, je veux dire, d'un journaliste pourrait être celui de donner cette information, puis ensuite de la vérifier, de compter sur ses
confrères et consoeurs de grande qualité dans les autres chaînes pour se dire finalement, l'information étant donnée, je peux y aller également et puis engranger le débat. Je ne le fais pas, on ne le fait pas. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Parce que ce n'est pas un débat qui est sans filet. J'attends avec le fil WhatsApp d'avoir tous les journalistes, en l'occurrence là ce sont les journalistes police-justice, qui doivent me vérifier l'information. Et cela est fait pour l'information politique, pour l'information justice, pour l'information société, pour l'information sociale, etc. Donc nous sommes en direct et nous sommes quand même toujours tenus à cette vérification de l'information. Donc, je vous remercie Mme Brooke, mais c'est important dans un temps très réduit de rester concentré sur les questions et notamment les questions du rapporteur. La question c'était initialement sur chaîne d'opinion ou chaîne d'information, et j'entends, hein, c'est très intéressant effectivement sur la vérification de l'information, mais malheureusement c'était pas la question initiale. Je redonne à Monsieur le rapporteur la parole pour ces questions. Monsieur Nedjar, il y a quelques jours, quelques semaines, en solidarité avec le mouvement des agriculteurs en colère, votre chaîne a décidé d'arborer un logo renversé. Est-ce une information ou une prise de position? Si on replace les choses dans le contexte, bien évidemment, c'était au démarrage de l'opération des agriculteurs. Je crois qu'aucun média n'avait pris la mesure de ce qui pouvait se passer. En revanche, nous avons été contactés très tôt par de jeunes agriculteurs que personne n'écoutait, qui n'avaient aucun porte-voix, qui étaient complètement dépourvus et perdus. Donc, ils nous ont contactés, on a envoyé des reporters et on a parlé avec eux. Et on a été extrêmement touchés par ces gens-là, donc qui n'avaient accès à aucun média. Donc, comme nous le faisons très souvent, nous sommes attentifs aux problèmes et aux souffrances des gens, on essaie de le faire. Nous, on a retourné une journée ce logo. Nous l'avons remis en place dès lors qu'il y a eu que ce mouvement avait pris forme, beaucoup plus syndicalisé, etc. Donc là, on est sorti complètement de cette analyse, mais la première journée, c'est un cri du cœur, comme on peut en avoir souvent lorsque l'on met un logo sur je sais pas, les campagnes contre le sida, contre la mycoviscidose, contre d'autres événements importants. Et je pense que c'est une sensibilité qu'on a eue. Elle peut gêner, elle peut être inhabituelle, mais elle était sincère. Il n'y avait aucun objectif d'aucune sorte. La sincérité n'est pas en question, hein. J'imagine que vous êtes sincère dans tout ce que vous faites. Le fait est que la question est de savoir si c'est légal ou si c'est conforme à vos conventions. De fait, je crois que ça ne l'est pas, et l'ARCOM se prononcera dessus. Je vais vous poser la question du temps de parole des personnalités. C'est lié évidemment à la décision du Conseil d'État. Le journal en ligne Les Jours indique que le temps de parole de Philippe de Villiers n'est pas compté comme celui d'une personne politique. Est-ce que vous pouvez me confirmer et est-ce que cela vous paraît normal? Monsieur Nedjar. Je vais simplement, effectivement, s'agissant du temps de parole, c'est effectivement sous ma responsabilité. S'agissant de la comptabilisation de Philippe de Villiers, en fait, nous ne faisons que mettre en pratique ce que l'ARCOM nous demande de faire, s'agissant de cette personnalité politique, encore une fois. C'est-à-dire que c'est vraiment tout le débat qui est en jeu ici, sur cette question du pluralisme interne, je le répète. Nous sommes légalistes, nous appliquons à la règle ce que l'ARCOM nous dit de faire. Nous n'avons pris aucune sanction sur ce sujet de la comptabilisation des temps de parole. S'agissant de M. Philippe de Villiers, l'ARCOM nous a précisément indiqué qu'il ne devait pas être décompté au sein du temps de parole des partis politiques. Voilà. Donc c'est simplement une application bête et disciplinée de ce que l'ARCOM nous dit de faire. On ne nous a pas toujours connus bêtes et disciplinés. Madame Ferrari, toujours à propos de cette décision, disait « CNews ne cédera à aucune intimidation, aucune pression ». Que voulez-vous dire, madame? Est-ce que vous considérez qu'une décision du Conseil d'État relève d'une pression? Non, puisque le Conseil d'État, monsieur le rapporteur, comme vous l'avez peut-être dit, a spécifié que CNews était une chaîne d'information. Donc nous sommes très respectueux de la décision du Conseil d'État. Nous avons des inquiétudes concernant la mise en œuvre effectivement de la régulation du temps de parole de nos invités et de leur étiquetage. Maintenant, nous ne sommes pas dupes et nous savons très bien que notre chaîne est visée en premier lieu, comme l'a dit Pascal Praud. Revenons un instant à l'émission Enquête d'Esprit. Qui a décidé de la création de cette émission, s'il vous plaît? C'est moi. Donc, je suis désolé, à chaque fois, je refais un petit tour en arrière, un petit tour d'histoire, mais
Jusqu'en 2019, il y avait 4 chaînes info, BFM qui était largement leader, et ensuite LCI et CNews qui étaient vraiment côte à côte. En 2017, le CSA, ancêtre de l'Arcom, a autorisé TF1 à faire l'autopromo d'LCI, ce qui a considérablement déréglé un petit peu nos audiences. Nous avions un souci le week-end, puisque en semaine, on avait quand même trouvé un schéma qui se tenait. Le week-end, nous avions un souci. Il nous fallait trouver des idées, des magazines. C'est d'ailleurs dans les textes de l'Arcom, essayer de trouver des magazines diversifiés. Et on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas faire une émission qui parle de l'actualité, parce que cette émission, peut-être pas ce week-end, mais démarre toujours par un journal des religions, et traiter de façon spirituelle des sujets d'actualité. C'était le concept que nous avons essayé de faire et que nous tenons depuis sa création. Voilà. Et on s'est donc dit dans une chaîne qui, malheureusement, comme l'ensemble des chaînes d'information continue et plutôt anxiogène, le dimanche, à l'heure du repas, de faire une émission d'information mais totalement différente et parler un petit peu de choses positives. J'ose utiliser le terme d'amour, de sérénité. C'était plutôt très agréable pour une chaîne comme la nôtre. Bien. Comment avez-vous eu connaissance, enfin comment avez-vous rencontré Monsieur Pourbet? D'où le connaissiez-vous? Alors, je sais que nous sommes nombreux à l'avoir rencontré. Moi, je l'ai rencontré il y a quelques années quand il était journaliste dans une agence de presse au Vatican, puisqu'il y a eu dans les années passées des sujets importants concernant le pape. Et nous avons régulièrement échangé. Il est venu dans mon bureau, on avait discuté. Et c'était un journaliste qui, à l'époque, je ne pouvais pas embaucher, mais qui déjà était sur mes tablettes. Le fait qu'il travaille pour France Catholique, qui est la propriété personnelle de M. Bolloré, n'est pas rentré en ligne de compte. Rencontré bien avant qu'il travaille à France Catholique. Je voulais dire, n'est pas rentré en ligne de compte dans le choix de l'embaucher. C'est normal que dans le groupe, on travaille en synergie. Donc, c'était au moins toute la caution du magazine France Catholique. Et Monique Pourbet est un journaliste que tu connais aussi, Thomas, tu as connu précédemment, qui est un excellent journaliste. Le fait est que France Catholique n'appartient pas au même groupe, il appartient directement à M. Bolloré. Monsieur Nedjar, vous nous dites que c'est une émission qui présente sous un aspect spirituel des informations et elle apporte une forme de sérénité, qu'elle n'est pas anxiogène. Bon. Dont acte. Néanmoins, le 2 octobre 2022, M. Pourbet commençait son émission en précisant « C'est une réalité plus sournoise que tous les virus, plus dangereuse que toutes les épidémies, plus contagieuse aussi que toutes les infections. Mais elle est rarement évoquée et encore moins prise au sérieux. Cette réalité, ce sont les forces du mal sous toutes leurs manifestations. » Alors, déjà, j'ai l'impression que votre appréciation en matière d'anxiogène ou d'anxiété était un peu déplacée, parce que moi, je me sens très anxieux à la lecture de ce genre de choses. Est-ce que vous considérez qu'un tel propos relève de l'information ou plus simplement du prosélytisme? En aucun cas, cette émission relève du prosélytisme. C'était la 180e émission dimanche dernier, et nous n'avons jamais reçu une remarque de l'Arcom concernant cette émission. Et concernant l'émission que vous citez, il s'agit du lundi 4 octobre, c'est l'émission sur l'archange Saint-Michel. L'archange Saint-Michel qui est présent dans les traditions juives, chrétiennes, musulmanes, qui est un archange chargé de lutter justement contre les forces du mal. Donc je vous invite à regarder l'entièreté de l'émission. Comment garantissez-vous le pluralisme du point de vue des religions, y compris en laissant s'exprimer éventuellement les libres penseurs? Nous ne sommes pas obligés de faire parler toutes les religions. Deuxièmement, nous avons tenu avec Serge de faire un journal des religions qui dure 5-6 minutes, qui nous permet de faire le tour de toute l'actualité des religions. Par exemple, nous annoncerons le début du Ramadan le 11 mars. Et cette émission qui s'adresse est d'intérêt général, puisque d'abord nous sommes dans un pays de tradition catholique et qu'un Français sur deux
en tout cas, pense qu'il est chrétien dans notre pays, au sens large. Bien. J'aimerais évoquer la charte de déontologie du groupe, Monsieur Nedjar. Elle propose ou elle dispose que tout journaliste du groupe Canal doit être informé par la direction d'une modification éditoriale susceptible de dénaturer son travail en amont de la diffusion. Il peut alors refuser de signer l'article, l'émission, la partie d'émission ou la contribution concernée sans que cela puisse lui être reproché. Il y a un paradoxe, Monsieur Nedjar, dans cette disposition d'un code de déontologie, c'est que précisément un code de déontologie, c'est fait pour respecter la déontologie. Or, modifier le contenu de ce qu'un journaliste produit, ça n'est pas déontologique, non? Je comprends pas votre question. En fait, je dois être limité, mais je comprends pas votre question. Non, je suis peut-être allé un peu vite. Je comprends les mots et les accords, mais là, je comprends pas le fond de votre question. Pardonnez-moi. Non, mais je vous en prie, je le prends pas comme une offense. En l'occurrence, la charte dispose qu'il est permis aux journalistes de refuser qu'on altère leur travail, ou en tout cas, non pas de refuser qu'on altère leur travail, mais de signer leur travail altéré. Voilà, il me semble que la déontologie voudrait que la direction n'altérera jamais le travail d'un journaliste. Cette charte, elle est là, effectivement, elle a été signée. Et effectivement, ce que vous dites est vrai, mais si le journaliste est d'accord pour le faire, il le fait. C'était le cas de l'émission dont on parle. Si je puis me permettre, monsieur le rapporteur, en fait, les modifications des sujets, des reportages, des PAD, ça arrive toute la journée. C'est-à-dire qu'on commence avec une version du sujet pour la matinale. En fonction de l'actualité, il peut y avoir le sujet, ce qu'on appelle tapé, donc on le refait, on rajoute des sons, on réécrit le lancement, on réangle, et ça, c'est tout au long de la journée. Il se peut aussi qu'un reportage qui est demandé à un journaliste, ok, on ne s'est pas compris sur l'angle, et en fait, l'angle n'est pas bon. Donc, on arrive avec un reportage qui ne correspond pas à ce qu'on pensait avoir. Donc, on échange, on se rappelle, enfin, on discute, et voilà, on change. Est-ce qu'on le réécrit différemment, etc. Donc, ça, c'est effectivement la liberté du journaliste de dire non, mais là, ça dénature ou pas mon reportage, ou effectivement, vous, rédacteur en chef adjoint, ou rédacteur en chef, ou directeur de l'info, vous avez raison, effectivement, de me demander cette modification, ça va améliorer mon sujet. Donc, la charte de déontologie, elle est là pour le cas où un reportage qui dirait quelque chose, qui donnerait une information, quelqu'un dans la hiérarchie lui demanderait de dire le contraire. En l'occurrence, ce n'est pas ce que nous faisons. Mais des modifications, c'est toute la journée que nous en apportons à tous les sujets. J'ai compris. Bien. Monsieur Nedjar, en 2016, la chaîne a connu un mouvement de grève historique de 31 jours, à l'issue duquel de très nombreux journalistes sont partis. Est-ce que vous pouvez me dire combien de personnes sont parties et avec quelles conditions, combien d'entre elles ont signé des clauses de non-dénigrement, comme a dit tout à l'heure M. Saada? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc nous sommes arrivés avec un projet, je suis arrivé avec un projet qui était de modifier les habitudes de travail, les habitudes des chaînes info, et d'apporter des plages de décryptage, des discussions, des échanges d'opinions. Il se trouve que ce concept nouveau n'a pas plu à tout le monde, puisque la plupart des gens étaient là dès le départ sur la chaîne historique des chaînes info. Ils avaient l'habitude de faire plutôt de l'information en continu, c'est-à-dire de répéter 50 à 60 fois la même information. Il y a donc eu divergence, grève, et 74 départs. Il y a eu 74 personnes qui sont parties de tête. Après, ça remonte à quelques années. Aujourd'hui, nous sommes 250, nous sommes 300, 250, 200 journalistes. Donc, voilà. Alors là, je ne sais pas. On n'a pas l'élément. Voilà, sur ce sujet, c'est comme à l'audition précédente, c'est-à-dire qu'on vous fournira les éléments. C'est effectivement de façon relativement accessoire sur les personnes qui sont parties à ce moment-là. Et en fait, pour les conditions, c'est un protocole d'accord que nous avons signé avec les représentants des grévistes pour sortir dans la grève qui mettait en avant les conditions de départ, qui ne comprenaient pas cette cause d'ailleurs.
Bien, effectivement, il faudra nous transmettre par écrit le nombre de clauses de non-dénigrement. Ce qui serait paradoxal, c'est qu'une chaîne qui se présente comme le porte-voix de la liberté d'expression est contraint au silence des dizaines, voire des centaines de personnes. Je suis surpris de ce genre de remarques s'agissant de mesures totalement légales qui sont pratiquées couramment dans n'importe quelle entreprise. Et évidemment, les personnes concernées ne sont pas obligées de l'accepter. Si elles décident de l'accepter et d'être payées pour ça, c'est quelque chose de parfaitement légal. Je suis vraiment surpris de ce genre de commentaires. Vous avez le droit d'être surpris. En l'occurrence, ça ne change rien à mon propos. Je trouve curieux qu'on puisse poser comme le principal défenseur de la liberté d'expression et d'utiliser tous les moyens légaux à disposition pour réduire l'expression des journalistes. Comment procède-t-on au recrutement d'un directeur de l'information, Monsieur Nedjar? Si vous parlez de Thomas Bauder, moi je veux parler de lui parce que c'est une belle histoire. Comme pour tous les recrutements, on essaye de recevoir tous les gens qui, soit en poste ou soit libres à ce moment-là, peuvent répondre au profil et à la fiche de poste, donc avec les qualités qu'il faut, éditoriales pour ce poste-là, des qualités de maturité, bien évidemment, et de qualité humaine, puisqu'il y a du management. Et c'est comme ça que c'est passé le recrutement, en tout cas de Thomas Bauder. Bien. Mes questions étaient en fait beaucoup plus prosaïques. Il y a combien d'entretiens d'embauche, qui on rencontre, etc. Je note en passant que vous êtes signalé en arrivant, alors vous n'étiez pas directeur de l'information stricto sensu, que vous étiez l'homme qui allait être détesté quand vous êtes arrivé à iTélé. Du coup, je m'étonne un petit peu que vous mettiez les qualités humaines si haut dans les critères pour recruter, mais enfin, tant mieux. Est-ce que vous pouvez donc me dire combien d'entretiens on passe, avec qui Je ne peux pas vous dire combien j'ai fait d'entretiens. Il y en a eu beaucoup. J'ai pas la fiche précise. Mais pour revenir à ce que vous dites de mes qualités humaines, ça commence toujours comme ça. C'est ce que je leur ai dit, en fait. Quand les gens ne me connaissent pas, ils peuvent imaginer que je puisse ne pas être très sympathique. Mais je finis toujours par devenir le parrain de leurs enfants. C'est un programme. Du coup, je m'interroge sur le recrutement de M. Zeller et de Mme Chomiki en 2016. Ils sont restés en poste très peu de temps. C'était une erreur de casting? Quelle est la question? Excusez-moi. Je vous demandais simplement comment M. Zeller et Mme Chomiki avaient été recrutés. Est-ce que ce sont des erreurs de casting? Ils sont restés en poste très peu de temps. Non, ce n'était pas des erreurs de casting. Guillaume Zeller a été nommé patron d'ITélé à son arrivée dans le groupe Canal+, et au bout de, je ne sais plus, 1 an à peu près, 1 an et demi, il a demandé à pouvoir quitter ses fonctions. Ça arrive assez, là aussi, ce sont des choses qui arrivent assez couramment. Et Madame Chomiki était l'adjointe de Guillaume Zeller pendant quelques mois et elle nous a accompagnés et aidés à lancer la chaîne avec Serge Nedjar, et elle a souhaité partir vers de nouvelles aventures. Elle était en charge de la rédaction du projet, apparemment. En quoi a consisté son travail précisément, M. Nedjar? Écoutez, moi, elle était avec moi pendant quelques temps, pas longtemps, donc elle m'a aidé Elle m'a fait part d'abord de son expérience, parce qu'elle était déjà là 1 an avant. On a bien travaillé ensemble et je pense véritablement qu'elle a souhaité faire autre chose. J'en sais pas plus. On me dit que j'ai encore 2 minutes, merci. Donc je vais vous poser une question à vous, Monsieur Pro. Est-ce que vous considérez que votre métier exige, par exemple, la maîtrise d'une culture générale minimale? Je vous remercie de cette question. Je pense que la culture générale est au cœur de ce que doit être un journaliste. Merci de votre réponse. Le 1er février 2022,
sur votre plateau, devant vous, M. Rioufol a déclaré que le ghetto de Varsovie, je cite, « c'était d'abord un lieu hygiéniste, un lieu qui était fait pour préserver du typhus ». Vous n'avez pas réagi. Il me semble que vous avez la culture générale minimale pour réagir face à ce genre de propos, non? Votre micro, M. Pro, s'il vous plaît. Monsieur le rapporteur, je fais 4 heures, 3 heures et demie d'émission par jour. Pardon? Je fais 3 heures et demie donc d'émissions par jour sur CNews. Je fais donc à peu près 60 heures d'émissions par mois, ce qui fait 600 heures par an. Depuis 2016, j'ai donc dû faire 4000 heures d'émissions sur CNews. À chaque fois qu'on fait une erreur parce qu'on ne modère pas un propos sur un plateau, on s'en veut. Et ça arrive. Et ça arrive. Hélas. Parce que nous sommes des êtres humains. Donc c'est arrivé, avec l'exemple que vous citez, où j'aurais dû intervenir. C'est arrivé parfois sur d'autres plateaux. Pourquoi? Parce que tu n'es pas assez concentré à ce moment-là. Parce que tu n'es pas assez vigilant. Parce que, pour plein de raisons. Et c'est tout le travail du modérateur. Hier soir, par exemple, si vous avez écouté notre émission, j'essaye d'avoir un peu de dérision dans nos plateaux. Et j'ai modéré un plateau, j'ai modéré un propos qui était de Gilles William Goldnadel, et je lui dis, pensez un peu à moi, pensez un peu à moi, pensez un peu à l'ARCOM, s'il vous plaît, pensez au modérateur que je suis, que Sonia est et que Laurence est. C'est notre mission de modérer tous les propos qui sont dits. Donc quand il y a une erreur, c'est mon erreur. Votre micro, Mme Menazi. Pardon, excusez-moi. Sur cette séquence que vous citez, elle a fait l'objet justement d'une mise en demeure de l'ARCOM. Aucune des séquences dans lesquelles, malheureusement, effectivement, ce type de propos ne sont pas modérés passe à la trappe. Nous sommes effectivement sous le joug du régulateur qui a parfaitement vu cette séquence et qui en a pris effectivement la décision qui lui convenait. Je vous remercie. Nous allons passer aux questions des députés membres de la commission. Plusieurs se sont déjà